Bonjour, chers étudiants et passionnés de littérature. Plongeons-nous aujourd'hui dans une scène capitale, le tout début d'une œuvre majeure, Antigone de Jean Anouilh. Imaginez un palais, juste avant l'aube. Tout est calme, tout semble endormi, mais sous cette surface, une tension sourde est déjà à l'œuvre. On va décortiquer ensemble ces premiers instants, qui sont en réalité une véritable bombe à retardement, et voir comment ils annoncent toute la tragédie à venir. Alors, il faut bien comprendre une chose. Anouilh ne se contente pas de reprendre une vieille légende grecque, non. Il la propulse en plein cœur du XXe siècle, et pas n'importe quand. La pièce est écrite en 1944, pendant l'occupation allemande à Paris. Du coup, ce drame antique devient un puissant acte de résistance. Chaque réplique, chaque mot vibre de l'urgence et les angoisses de cette époque. Voici notre plan de match pour cette analyse. On va commencer par identifier les personnages en présence. Ensuite, on se plongera au cœur du dialogue pour sentir ce fameux calme trompeur. On décortiquera le langage si particulier d'Anouilh, puis ses figures de style, et enfin, on prendra de la hauteur avec le contexte et l'interprétation. C'est parti. On y est, 4 heures du matin. Le palais de Thèbes est silencieux. Mais ce n'est pas une paix sereine, pas du tout. C'est le silence lourd qui précède un orage, une catastrophe. Et au milieu de cette fausse quiétude, 3 femmes sont déjà debout. Et croyez-moi, l'électricité est déjà dans l'air. Alors, qui sont-elles? On a Antigone, notre héroïne, déjà habitée par son destin. Sa sœur, Ismène, qui est plus terre-à-terre, plus prudente. Et puis la nourrice, l'encre du quotidien, celle qui représente le bon sens populaire, l'affection simple. Ça pourrait presque passer pour une scène de famille banale, un matin comme les autres. Mais il ne faut pas s'y fier. Sous cette apparence domestique, le drame est déjà en marche. C'est ici qu'on voit tout le génie d'Anouilh à l'œuvre. En à peine quelques phrases, il installe une tension absolument palpable. On va voir ensemble comment chaque mot, et même chaque silence, est déjà chargé de sens et prépare le conflit qui va éclater. Et c'est la nourrice qui ouvre le bal. Et sa première réplique, elle est fondamentale. Son « vous allez devenir folle », ce n'est pas juste de l'énervement, c'est une vraie panique. La panique de voir l'ordre des choses, les règles, les conventions sociales s'effondrer. Elle est en quelque sorte la gardienne d'un monde qu'Antigone s'apprête à faire exploser. Et la réponse d'Antigone, elle est complètement déroutante. Il n'y a pas de défi, pas de colère, juste une fatigue. Une fatigue immense. Et attention, ce n'est pas simplement un manque de sommeil, non. C'est le poids écrasant de la décision qu'elle a déjà prise, seule dans le secret. C'est la fatigue de l'âme de quelqu'un qui a déjà fait le deuil de sa propre vie. Écoutez bien ce contraste incroyable. D'un côté, le mot « nounou ». C'est un mot d'enfant, un mot qui évoque la douceur, la tendresse, la régression. Et de l'autre, l'ordre « laisse-nous » qui est sec, froid, définitif. En une seule réplique, Antigone est à la fois l'enfant fragile qu'elle était et la rebelle inflexible qu'elle est devenue. Ce paradoxe, c'est tout le personnage. Et là, la nourrice craque, complètement. La carapace de la grondeuse se fissure, et ce qui sort, c'est de l'amour maternel à l'état pur. Ma colombe, c'est une explosion d'affection. Ce petit nom, il nous dit tout de la tendresse immense qu'elle a pour Antigone. En un instant, ce n'est plus une employée du palais, c'est l'incarnation même de l'amour inquiet. Parlons maintenant d'un point absolument essentiel du style d'Anouilh, ce qui rend son théâtre si reconnaissable, l'anachronisme. C'est quoi? C'est le fait de mélanger, volontairement, des éléments de son époque, comme du café, dans un cadre antique. Et ce n'est pas du tout une erreur, bien au contraire, c'est un coup de génie. Ce tableau le résume parfaitement. Demander un café dans la Grèce antique, c'est absurde. Utiliser le mot « nounou » dans une tragédie, c'est inattendu. Mais l'effet est immédiat et très puissant. Anouilh fait voler en éclats le mur du temps. Il nous dit « N'observez pas ces personnages comme des statues dans un musée. Entrez dans leur salon, asseyez-vous avec eux, ressentez leur humanité. » Et c'est ça le cœur de sa démarche. En utilisant un langage qui nous est familier, Anouilh nous fait comprendre que la tragédie d'Antigone n'est pas une vieille histoire poussiéreuse. Ce conflit entre la conscience d'un individu et la loi d'un État, c'est une histoire de tous les temps. C'est notre histoire, ici et maintenant. Allons encore un peu plus loin dans le détail. Comment Anouilh, très concrètement, nous fait-il ressentir tout ça? Eh bien, il utilise les outils de l'écrivain, les figures de style. Et même dans cette scène qui est pourtant très courte, il les manie avec une précision d'horloger. Observez comme tout s'articule. La répétition de toutes les deux nous fait sentir l'obsession de la nourrice, son besoin de maintenir un ordre. Mais cette panique est tout de suite adoucie par la tendresse de « ma colombe ». Et au centre de tout ça, il y a ce choc, cette antithèse incroyable, le statut de princesse, la grandeur, qui se fracasse contre un désir simple, banal, un peu de café. Cette opposition, c'est déjà toute la pièce en miniature. Allez,
On prend un peu de hauteur maintenant. Pourquoi est-ce que cette scène, qui a l'air si ordinaire, est en fait si fondamentale? Tout simplement parce qu'elle fonctionne comme un microcosme de toute la pièce. Tous les grands conflits qui vont suivre sont déjà là, en germe, dans ces quelques échanges. En quelques répliques à peine, Anouilh place toutes ses pièces sur l'échiquier. On sent déjà la solitude d'Antigone, complètement isolée dans sa décision. On voit poindre le conflit entre les règles de la société, incarnées par la nourrice, et la loi morale qu'Antigone s'est fixée. Et on devine la suite. Une jeune femme, seule, qui va devoir affronter la machine impitoyable de l'État. Et c'est là qu'on touche au cœur politique de l'œuvre. Rappelons-le, nous sommes en 1944. La question qui brûle les lèvres de tous les spectateurs dans la salle est donc celle-ci. Comment est-ce qu'une scène de famille, une petite dispute à l'aube, peut devenir un symbole aussi puissant de la résistance face à l'occupant? La réponse tient en un seul mot, le non absolu, obstiné, d'Antigone. Son refus de se plier à une loi qu'elle juge injuste, la loi de son oncle le roi Créon, résonne évidemment avec le refus de la collaboration. Pour le public de 1944, Antigone n'est pas juste une princesse de la mythologie, elle est l'incarnation de la conscience qui dit non à une autorité oppressive, peu importe le prix à payer. En conclusion, que faut-il retenir de cette scène d'ouverture? Eh bien qu'elle est beaucoup plus qu'une simple introduction. C'est une véritable déclaration d'intention de la part d'Anouilh. S'il y a une idée clé à retenir, c'est celle-ci. Chez Anouilh, le dialogue, c'est un combat. Ce ne sont pas des gens qui bavardent. La nourrice se bat pour la normalité, pour la vie, pour la sécurité. Antigone, elle, se bat déjà pour autre chose, pour son devoir, pour sa conscience, et au final pour son droit à mourir selon ses propres termes. Chaque mot est une arme dans cette confrontation. Pour finir, voici quelques questions pour nourrir la réflexion. Cette fatigue si particulière d'Antigone, n'est-ce pas déjà le poids de son destin qui pèse sur ses épaules? Ce langage moderne, familier, est-ce que ça rend les personnages plus héroïques ou au contraire plus humains et fragiles? Et la nourrice, finalement, ne serait-elle pas la voix de la majorité silencieuse, celle qui voudrait juste la paix à n'importe quel prix? La discussion est ouverte. Merci pour votre écoute et à très bientôt.